suis Anglebert Zoïtoundi. J'entre dans l'aviation comme technicien supérieur. Et un peu plus tard, je suis reparti faire multiples formations universitaires. Et je serai intégré finalement comme ingénieur de l'aéronautique civile avec un master degré. J'ai travaillé au Cameroun, notamment à l'autorité aéronautique. Et de là, j'étais auditeur accrédité international. J'ai fait beaucoup de missions, surtout en Afrique, avant d'être nommé représentant permanent accrédité au sein de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI à Montréal. Alors, au sein de l'organisation, en tant que représentant, j'étais premier vice-président de l'organisation qui a pour rôle de supplier le président de l'organisation et d'assurer l'intérim que j'ai assuré à maintes reprises en cas d'absence du président. Donc j'ai assuré les fonctions de président comme premier vice-président. J'ai représenté l'OACI à multiples réunions et dans des États membres. Je suis fier de ce parcours puisque, en tant que technicien supérieur dans un secteur, on est loin d'imaginer d'arriver au sommet de ce secteur comme je l'ai eu à le faire. C'est une chance et je remercie le Seigneur et surtout l'État du Cameroun pour m'avoir donné cette opportunité. Donc aujourd'hui, je suis fier de représenter l'État du Cameroun. Et voilà en quelques mots, je peux dire ce que je pense de moi-même et qui fait de moi non seulement ma personne, la fierté, mais la fierté du Cameroun. Cette organisation est structurée en 4 organes d'une importance capitale. D'abord, comme toute organisation des Nations Unies, c'est une organisation des États qui doivent, comme c'est l'organisation des États, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle une assemblée. L'assemblée de cette organisation est particulière dans tout le système des Nations Unies puisqu'elle se tient tous les 3 ans et non chaque année comme par exemple les Nations Unies même. Donc chaque 3 années, tous les 3 ans, c'est sur la base triennale que les États vont se réunir. Et lors de cette session de l'Assemblée, les États fixent les orientations, adoptent un programme de travail triennal et un budget alloué. Mais ce que les États font en plus, c'est d'élire 36 États qui vont rester gérer l'organisation pendant les 3 ans. 36 États. Et c'est ça qu'on appelle le conseil de l'organisation. Ce conseil, d'après la convention internationale signée en 1944, qui est la convention relative à l'aviation civile internationale, le conseil a pour rôle d'adopter les normes et pratiques recommandées. C'est quoi la norme? Une norme dans l'aviation, vous savez, l'aviation étant un secteur globalisant, donc on a des normes qui sont applicables au niveau de tous les États membres et c'est le Conseil qui doit les adopter puisque cette mission n'aurait pas pu attendre 3 ans pour adopter une norme. Donc le Conseil dont de l'OACI est un conseil permanent, ce qui n'existe pas dans les autres organisations des Nations Unies.
Il est permanent parce que les normes de l'aviation évoluent au jour le jour pour plusieurs raisons. En cas d'un accident, tout ce qu'on va constater comme défaut du système, le Conseil peut rapidement modifier cela en adoptant des nouvelles normes ou en revisant les normes existantes. En plus de ça, le Conseil est chargé d'élaborer un certain nombre de politiques. Et enfin, le Conseil, il y a d'autres fonctions du Conseil, notamment le règlement des litiges entre les États sur l'interprétation de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Et le Conseil joue aussi le rôle de conseil d'administration du secrétariat général. Donc après le Conseil, il y a donc deux autres organes. Il y a la Commission de navigation aérienne qui fait le travail technique pour le Conseil, pour adopter des normes internationales. Il y a le secrétariat qui est donc, comme toute organisation des Nations Unies, le secrétariat général qui est coiffé par un secrétaire général de l'organisation. Et le Conseil donc joue le rôle de conseil d'administration. En fait, quand les États élisent un conseil lors de l'Assemblée, l'un des rôles, c'est venir parce que l'organisation est financée par les contributions des États. Et donc les États, pour avoir la vue dans l'exécution du budget et du programme de travail, ils vont confier cela au Conseil. Donc le Conseil est aussi un conseil d'administration du secrétariat général. Donc, quand on est premier vice-président, il faut comprendre ces méandres du rôle de l'organisation à travers les missions déléguées au Conseil par les États lors de l'Assemblée générale. Donc, le travail en tant que tel est fait par le secrétariat et c'est un travail de normalisation et de politique d'harmonisation. Pour être membre de l'OACI, il faut déjà être membre de l'Organisation des Nations Unies. En fait, c'est le principe général pour faire partie de toute organisation spécialisée des Nations Unies. Il faut déjà être membre des Nations Unies, un État reconnu. Maintenant, la particularité de l'OACI est que certains membres n'ont pas d'espace aérien, auquel cas où ils ont délégué leur espace aérien à un autre État. Mais aujourd'hui, on compte 193 États membres, qui n'est pas très loin du nombre des États reconnus par les Nations Unies. Donc voilà en quelque sorte ce qui peut faire à ce que les Nations Unies puissent avoir un grand nombre d'États comparé à l'OACI. Mais vous comprenez très bien que, compte tenu du rôle que joue l'aviation, parce que c'est l'aviation qui est choisie après la Deuxième Guerre mondiale pour relancer l'économie mondiale. Et vous allez le voir quand on va parler du Covid, on va analyser, on va voir que si on veut relancer l'économie après la pandémie du Covid, le monde va s'appuyer sur l'aviation pour le faire. Parce que c'est ça que l'aviation, à sa création, avait eu pour rôle à jouer après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il s'est posé un problème de normalisation après la Deuxième Guerre mondiale et c'est pour cela qu'on a dédié, on a créé spécifiquement une entité spécialisée des Nations Unies pour normaliser et mettre en place des politiques d'harmonisation au niveau mondial pour l'aviation. C'est ça le vrai rôle de l'OACI. Donc c'est une institution de normalisation et de harmonisation pour que tous les États, parce que vous vous rendez compte qu'un avion qui quitte Douala, en 5 heures de temps, il peut se retrouver en Europe, il peut se retrouver en Asie, il peut se retrouver partout dans le monde. Donc si on n'a pas une harmonisation, cet avion aura des difficultés de s'exercer dans un autre continent. Et c'est pour cela qu'on a créé l'OACI, spécifiquement dans ce cadre d'harmonisation et de politique.
Donc, il faut comprendre que les Nations Unies traitent avec les États. Et si vous lisez les constitutions des États, les États, dans les constitutions, mettent en place un certain nombre de domaines que l'État va pouvoir se reposer pour son développement. Et dans ce cas, donc, c'est chaque État qui organise le secteur de l'aviation et on va retrouver l'industrie. On appelle ça l'industrie. Et dans l'industrie, nous avons par exemple ceux qui construisent des avions, nous avons ceux qui fournissent le service comme les compagnies aériennes aux passagers et ceux qui fournissent les services aux utilisateurs des avions dans l'espace, comme la SECNA. La SECNA est un fournisseur de services dans l'espace aérien. C'est-à-dire, lorsque vous avez un avion, pour pouvoir naviguer, vous aurez besoin d'un fournisseur de services. Et la SECNA est quoi? C'est un groupe d'États qui se sont réunis pour donc fournir le service ensemble. Cela a quelques avantages, c'est-à-dire que pris individuellement, même les États qui n'auraient pas pu assurer la sécurité des avions dans leur espace aérien, à travers une communauté comme la SECNA, ils peuvent le faire de façon efficiente et efficace à travers cette structure qui est chargée de fournir les services aux opérateurs de l'espace aérien. Donc voilà à peu près, et vous avez des structures qui fournissent le service aux aéroports. Et donc on a cette panoplie dans l'industrie qui constitue des centres de formation et tout ça, qui constitue ce qu'on appelle l'industrie aéronautique. Mais l'industrie se retrouve toujours dans un État. Donc c'est l'État qui porte le chapeau, qui garantit son industrie. Et comment l'État garantit son industrie? C'est comme vous et moi, quand nous sortons du Cameroun, comment l'État garantit que nous sommes des Camerounais? On nous remet un passeport. On certifie par le passeport que nous sommes des Camerounais. Et donc, l'État, dans le système de l'aviation, garantit tout ce qui va sortir en disant « Moi, je garantis que ça, c'est ma compagnie aérienne. » Donc, c'est comme ça que, s'il faut relier les choses dans la vie commune, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, si vous avez une compagnie aérienne, c'est son État qui garantit que c'est une compagnie aérienne lorsqu'elle va sortir de son État. Si vous avez un avion, c'est l'État qui va garantir que vous avez un avion et que c'est un avion qui peut aller dans un autre État en faisant ce qu'on appelle une immatriculation. Et vous allez voir, les avions sont immatriculés avec un numéro comme les voitures, sauf que c'est un système international d'immatriculation. Alors que, d'ailleurs, si on regarde dans la région CEMAC aujourd'hui, on nous fait comprendre que les véhicules sont immatriculés par rapport aux États. Donc, quand vous êtes au Gabon, on le reconnaît, mais si vous sortez de la CEMAC, le système d'immatriculation n'est plus valable parce que les autres États ne connaissent pas ce système. Mais au sein de la CEMAC, on connaît comment chaque État est en train d'immatriculer. Mais dans un système mondial, quand un avion sort du Cameroun, il a ce qu'on appelle les marques d'immatriculation du Cameroun. On les reconnaît immédiatement. Quand vous êtes dans un aéroport et vous voyez les avions au sol, vous reconnaissez chaque avion par son immatriculation et de quel pays il a été immatriculé. Et ça fait partie des normes internationales qui sont annexées à la Convention relative à l'aviation civile internationale. On va dire ces normes. Oui. Vous qui êtes collaborateur de ces normes. C'est donc l'OACI, par exemple aussi, l'OACI est chargé, vous savez, la création d'un passeport. Le passeport est créé pour le voyageur aérien et donc c'est l'OACI qui établit les normes d'établissement d'un passeport. Il faut seulement savoir que, quel que soit l'arrangement, dans un aéroport,
vous avez des services qui sont de l'autorité aéroportuaire, c'est-à-dire du gestionnaire de l'aéroport, et d'autres, à un moment donné, ils vont se passer la main, et puis le fournisseur de navigation aérienne va prendre le relais jusqu'à... Parce que il faut aussi comprendre, c'est pas tout votre vol n'est pas sous le contrôle de la SECNA. La SECNA a une zone, et dès que vous sortez de cette zone, c'est l'autre fournisseur, dépendamment de quel chemin vous avez eu à prendre, qui va prendre le relais. Donc, c'est un système qui est huilé, normalisé, de telle manière que les choses se passent sans discontinuité. L'école polytechnique de Montréal m'a invité pour prendre la parole devant le corps professoral et les étudiants pour analyser l'impact du Covid-19. Et au cours de cette présentation, je faisais un parallèle entre l'impact de la Deuxième Guerre mondiale et l'impact Covid. Et quand on regarde les deux impacts, on commence à voir que le Covid a quand même l'impact qu'on peut assimiler à une guerre mondiale. Et vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la particularité est qu'on avait deux camps. On avait les Alliés et les autres. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une libre circulation. Bon, je ne sais pas très bien, mais on peut imaginer que les Alliés entre eux n'avaient pas de friction. N'avaient pas de friction. Tu pouvais aller d'un pays allié à un autre pays allié sans difficulté. Mais ce qu'on constate avec le Covid, il n'y a pas de camp. Chaque État a joué son jeu. Et il n'est pas surprenant que jusqu'à aujourd'hui, les Européens ont encore une imposition d'interdiction de voyage dans certains pays. Et ça, c'est surprenant parce que ça n'aide pas l'aviation, puisque l'aviation est supposée être un système globalisant. À partir du moment où vous êtes banni de voyager dans un certain nombre de pays, vous ne pouvez pas y aller, même si vous avez des choses à y faire là-bas. Et de plus, on voit que les États sont en train de prendre des mesures individuelles. Donc pour moi, j'ai assimilé cela à une guerre mondiale. Compte tenu de cet impact, je dis, oui, même si ce n'est pas la troisième, c'est une guerre mondiale parce que quand on voit l'impact économique, je peux vous donner quelques chiffres qu'on a aujourd'hui. Quand l'année 2020 se termine, on a moins de... C'est-à-dire, par an, le nombre d'avions qui volent, par an, chaque avion ayant un nombre de sièges qui est capable de transporter, cela donne donc la capacité de transporter les passagers. Puisque vous ne pouvez pas transporter les passagers si vous n'avez pas de sièges de l'avion. Donc on appelle ça la capacité. Quand on est arrivé à la fin de 2020, on avait moins 50% de ce qu'on aurait pu avoir par rapport, par exemple, en 2019. On avait moins 50%. Le nombre de passagers transportés, en 2019, par exemple, on était à 120 000 vols par jour et on était à au-delà de 11 millions de passagers par jour. Vous voyez? Et en 2020, à la fin de l'année, les compagnies aériennes ont perdu autour de 371 milliards de dollars américains en 2020. Le dernier chiffre qu'on a au mois d'août 2021, on voit que la situation s'est un peu améliorée. On est à moins 37% sur le nombre de capacités offertes, c'est-à-dire le nombre de vols certainement un peu augmenté. On se retrouve avec, ça c'est
une première estimation, on est au mois d'août, hein, on ne sait pas encore l'année comment ça va se terminer. Hein. Et là, aujourd'hui, les compagnies aériennes, actuellement, on est à moins de 2 milliards aussi de passagers transportés de ce qu'on aurait dû avoir. 2 milliards de passagers qui sont en manque, qui n'ont pas été transportés. Et vous savez que ce nombre de passagers en moins influe directement dans les pertes des compagnies aériennes, puisqu'ils n'ont pas transporté ces passagers-là, donc ils n'ont pas eu ces recettes. Vous voyez? Et aujourd'hui, on peut dire on est encore à 314 milliards de dollars américains que les compagnies recherchent encore pour pouvoir subvenir à leur exploitation. Donc, en quelque sorte, voilà à peu près ce qu'on appelle l'impact économique qu'on peut remarquer et qui ne laisse pas indifférent le secteur de l'aviation. Il est possible d'envisager qu'après la pandémie, on va assister à un nouvel ordre mondial. Et donc, qui dit nouvel ordre, on ne sait pas encore comment le monde va procéder pour effectuer ce changement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des procès de Nuremberg, et on a traîné, et à l'issue de ça, le monde a eu à prendre des résolutions. On ne sait pas si après cette pandémie, il y aura des discussions qui vont peut-être déboucher à un nouvel ordre mondial pour la suite des événements. On peut remarquer que quand même des discussions qui vont partout dans le monde aujourd'hui montrent que de façon sanitaire, peut-être beaucoup de changements vont avoir lieu. Peut-être il y aura la poursuite des coupables, on ne sait pas. Et je peux vous dire, même dans cette analyse, je suis clair, je suis en train de dire que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Les gens n'ont pas su. Et c'est après que les choses, quand on tendait vers la fin, parce que, je vous dis, même la création de l'aviation civile internationale a intervenu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La nécessité d'accroître l'utilisation de l'avion s'est avérée et on a convoqué une conférence diplomatique internationale qui a débouché à la signature de la Convention internationale, de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore. On aura au mois d'octobre prochain une conférence ministérielle sur la Covid-19, la pandémie de Covid-19, et les ministres vont prendre des mesures, peut-être qui vont harmoniser, peut-être à l'issue de ça, puisqu'on aura l'Assemblée en 2022, la dernière Assemblée a eu lieu en 2019, donc Covid est arrivé après l'Assemblée, donc l'aviation civile internationale n'a pas pu harmoniser ses actions contre la pandémie, donc ça va se faire en 2022. Et c'est ça, on est dans l'élan de préparation de cette Assemblée, et peut-être on va voir plus clair, et peut-être c'est là qu'on va commencer à voir quelles vont être les orientations que l'aviation va prendre, non seulement après pandémie, mais aussi pour prévenir les autres pandémies dans l'avenir. Voilà en quelques mots comment on travaille. Et avec ça, il y aura un plan d'action qui peut amener à faire des normes spécifiques pour ça, après 2022. Pour l'instant, les réflexions sont en cours. On n'a pas encore vu finalement le schéma qu'il faudra prendre. Donc, on est vigilant de voir qu'est-ce qui va se passer, comment les États vont s'entendre, sur quel point ils vont s'entendre, parce que c'est ça l'important. Parce qu'actuellement, chacun a eu à prendre des mesures pour protéger ses populations. D'autres exigent les vaccins, d'autres exigent ceci, d'autres exigent cela, d'autres ont banni certainement certains pays au dire ou sur des preuves qu'ils ont
de la pandémie dans ces pays. Alors, on ne peut pas continuer s'il n'y a pas harmonisation. Bon, disons, ce que nous prévoyons, l'Union africaine a tenu beaucoup de réunions, dont j'ai participé déjà dans les groupes d'experts de l'Union africaine. Nous voulons une position harmonisée de l'Afrique en ce qui concerne pendant et post-pandémie. Puisque, comme vous le voyez dans le secteur de l'aviation, l'harmonisation est l'élément clé. Donc il ne faudrait pas qu'on arrive sur le continent, certains font telle chose et d'autres font autre chose. Ça n'encourage pas d'accroître la mobilité des Africains à l'intérieur du continent. Et si vous lisez l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'une des choses de cet agenda, c'est d'accroître la mobilité des Africains à l'intérieur du continent. Donc, des actions isolées ne vont pas dans le sens de la réalisation de ces objectifs de l'agenda 2063. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le continent veille à ce que nous restons en bloc, qu'il n'y ait pas de division lorsque les États ont à prendre des mesures de prévention ou de résolution de l'impact de la pandémie sur leurs États. Et jusque-là, on peut dire que ça a l'air d'être, ça promet, parce qu'on n'a pas trop de différence sur le continent en termes de mesures coercitives de la pandémie. Je n'ai pas encore vraiment suivi un des États africains qui bannit les autres citoyens des autres États d'y entrer. Donc, c'est vraiment, moi je peux dire, là c'est un succès qu'il faut accréditer à l'Union africaine, qui vraiment joue la carte, au fond, qui, dans les dernières réunions, essaie de tout faire pour améliorer les conditions des États en matière de vaccination. Comme vous le savez, l'Afrique n'ayant pas la capacité de produire des vaccins, mais ils sont en train de travailler dans ce sens pour que si l'Afrique peut avoir une indépendance dans la production des vaccins, ils vont y aller dessus et ça peut améliorer. Pour nous, un secteur de l'aviation, nous avons besoin de l'harmonisation des États pour pouvoir avoir une croissance dans le secteur. Banga Pongo est un accident qui a eu lieu au Cameroun et était de faire connaître au monde entier cet accident pour plusieurs raisons. Cet accident a montré les limites de certains équipements placés dans l'avion, notamment dédiés à donner des signaux au moment des impacts de l'avion. Dans le cas précis, ces équipements n'ont pas fonctionné et le monde entier est entré dans une phase de réflexion. J'ai donc essayé de discuter avec les fournisseurs des programmes pour faire connaître cet accident. Malheureusement, on a eu un budget très limité. Il était question qu'on ait un grand budget, que beaucoup d'experts camerounais qui avaient été lors de cet accident participent dans le programme. Finalement, les promoteurs n'ont pas eu assez de budget. On a quand même réussi à faire un documentaire qui édifie, qui met le Cameroun au centre des éléments de contribution dans l'amélioration du système de l'aviation, de la sécurité de l'aviation dans le monde. Et je me réjouis que depuis 2020, ce documentaire est disponible et ça donne des renseignements sur ce qui s'est passé et des leçons
à apprendre de cet accident. Et en fait, c'est ça le système de l'aviation. Il est amélioré lorsque on découvre des déficiences et qu'on les corrige. Donc, cette façon de faire est une façon réactive, mais on a introduit d'autres nouvelles façons de prévenir la prévention des accidents, notamment dans la gestion de la sécurité, qui sont d'autres méthodologies beaucoup plus avancées aujourd'hui selon le monde entier, qui permettent la prévention des accidents dans le secteur de l'aviation. Et je me réjouis qu'on a pu quand même faire un documentaire, même s'il n'est pas complet, même si on n'a pas pu participer pleinement, mais le fait tout simplement qu'on a révélé au monde entier qu'un événement s'est produit au Cameroun, malheureux fut-il, et qu'on a analysé les causes probables de ça, ça rend le Cameroun quand même un des pays qui contribue à l'évolution de la sécurité aérienne dans le monde. Et pour moi, je me dis en tant que représentant, c'est une modeste contribution que j'ai eu à faire, non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour l'amélioration de la sécurité aérienne dans le monde. L'avion est le moyen le plus sûr parce que quand on regarde au fil des ans, le nombre de taux d'accidents et surtout, dans un accident, on va qualifier l'impact par les pertes en vies humaines, par destruction du matériel. On voit que tout cela est en décroissance. Aujourd'hui, c'est de l'ordre d'1 million d'accidents, d'un accident par 1 million de vols. Vous voyez? Donc cela veut dire vraiment que pour qu'il y ait un accident, globalement, ça se situe que c'est après 1 million de vols qu'on a un accident, de façon probabilistique. Et donc ça montre que l'aviation est quand même fiable par rapport à beaucoup d'autres moyens de transport. J'ai eu à travailler à l'OACI et on a créé un fonds de développement des ressources humaines dans le secteur de l'aviation, un fonds africain qui a été approuvé par les chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine. Et ce fonds a pour objectif de développer des ressources humaines qualifiées. L'une des choses dans l'aviation qui est vraiment compliquée, c'est l'acquisition des ressources humaines. Non seulement ça coûte cher de former les gens, mais aussi il y a lieu là de voir ça de façon, je veux dire, collective. C'est-à-dire que plus les États font ça collectivement, le partage de ressources, mieux ils vont disposer d'un grand nombre d'experts. Parce que pour chaque État de former 2 ou 3 experts, ça coûte vraiment énormément cher. Ça coûte énormément cher. On est en train de travailler sur le continent à voir comment les États peuvent faire le partage des ressources et mettre en place des moyens ensemble pour pouvoir former du personnel. À mon humble avis, je pense que l'aviation africaine souffre des experts de haut niveau, des experts de classe dans le management, dans la technique. Il faut vraiment couvrir cette panoplie parce que la gestion des compagnies aériennes est très complexe. Ça demande des gens d'une grande expérience, d'une grande ouverture, parce que l'aviation est cross-sectorielle. C'est-à-dire, vous avez les médecins, vous avez les financiers, vous avez les techniciens, c'est-à-dire les mécaniques, électroniciens, les pilotes, les aiguilleurs du ciel. Tout ce monde-là doit travailler pour un seul objectif, c'est pour que l'avion puisse quitter d'un aéroport A vers un aéroport B. Si vous voyez le panoplie des gens qui doivent travailler pour que cela arrive, c'est presque l'éventail
de toutes les spécialités que regorge la vie. Et ça demande beaucoup de managers de haut niveau et qui doivent être formés à la base, qui doivent avoir une certaine expérience sur le terrain pour pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment le grand problème. Ce n'est pas un domaine... Je peux vous dire, quand on voit dans l'impact de cette pandémie, le nombre de compagnies aériennes qui ont cessé les activités, c'est vraiment pas seulement l'apanage, c'est pas des repos seulement à l'Afrique, c'est de façon globale, mondiale. Donc, moi je dis, bon, on ne doit pas se décourager, on doit continuer, puisque l'aviation, c'est un moteur essentiel pour le développement économique, culturel et social d'un État. D'ailleurs, les États émergents aujourd'hui font recette beaucoup plus dans l'aviation. Parce que c'est un outil essentiel quand on va aller vers l'émergence. Bon, disons que c'est pas revenu plus bas. Vous savez, comme je venais de vous le dire, à chaque palier, ça demande beaucoup d'expérience. Ça demande, vous pouvez voir, il faut avoir une grande expérience pour pouvoir mettre quelque chose en place. Il faut avoir une grande expérience. Et c'est pour cela que je me suis étendu longtemps. Moi, je crois sincèrement à la dimension humaine dans le développement du secteur de l'aviation. D'ailleurs, je serais égoïste de ne parler que du secteur de l'aviation, dans chaque secteur. Mais quand vous regardez cette dimension humaine, elle doit avoir une grande expérience pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Et la question fondamentale est comment on fait pour que cette ressource humaine puisse avoir cette expérience. Vous voyez? Et c'est là qu'il y a tout le problème, parce que les autres, si vous lisez le préambule de la Convention relative à l'aviation civile internationale, les pères fondateurs de l'aviation civile voulaient que ce soit qui est de façon équitable, harmonieuse, qu'elle soit efficiente. C'est-à-dire l'aviation ne doit pas servir une certaine classe de la société. L'aviation est là pour servir toutes les classes de la société. Pourquoi je le dis? Parce que si l'aviation est là, par exemple, pour servir la classe supérieure d'une société, pourquoi prendre les ressources qui auraient dû servir les classes basses pour aller leur donner encore à cette classe qui a déjà les moyens? Donc l'aviation n'est pas faite pour ceux qui ont de l'argent pour voyager. C'est fait pour tout le monde. Et c'est là qu'elle contribue dans l'émergence de l'État. Donc, revenir pour dire, ok, j'ai l'expérience maintenant, je peux faire obtenir les objectifs qu'on attend de l'aviation, n'est pas revenir bas. C'est juste qu'on est parti acquérir de l'expérience pour mieux servir. C'est ça la compréhension qu'il faut voir. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de ceci. Une fois qu'on a l'expérience, on revient pour mieux faire les choses. Pour qu'on atteigne les objectifs assignés, ou bien les objectifs qu'on attend d'un secteur, de ce secteur. On attend de ce secteur de contribuer efficacement au développement économique, social et culturel. Je vais vous dire, la création même de l'aviation était d'abord sociale et culturelle. À savoir que lorsque vous prenez l'avion, c'est d'abord pour aller voir la famille quelque part. Vous comprenez? Maintenant, il faut que vous puissiez aller le faire par rapport à vos moyens. Il faut que l'aviation vous donne l'opportunité d'aller le faire. Si l'aviation ne vous le donne pas, vous n'allez pas utiliser ce secteur. Mais si ça vous le donne,
vous aurez envie d'aller voir des copains à Pékin, à ceci, parce que c'est à la dimension, c'est conçu à la dimension de vos moyens. Et c'est pour cela que l'aviation marche souvent avec le PIB de l'État. Plus les gens ont les moyens pour pouvoir consommer, ou plus l'aviation donne l'opportunité à la population de consommer, plus la population va le prendre. Si vous allez, par exemple, je ne vais pas citer, il y a dans des pays même, voisins au Cameroun, où vous pouvez prendre l'avion à chaque 30 minutes. Vous n'avez pas besoin d'aller vous aligner. vous prenez votre sac, vous allez et vous commencez à visiter les comptoirs des compagnies. Vous dites, vous partez à quelle heure? Dans 15 minutes, vous partez à quelle heure? C'est combien? Vous payez votre ticket, vous partez vous aligner, vous entrez dans l'avion, vous êtes parti. Je vous parle de l'Afrique, je ne vous parle pas des États-Unis. Vous comprenez? Donc, c'est des choses. Il ne faut pas voir ça comme s'il faut encore attendre 3 siècles, 5 siècles. Non, c'est faisable maintenant. C'est faisable maintenant. Non, mais disons, lorsque le pays vous donne l'opportunité d'arriver à ces hautes fonctions, moi je ne sais pas, à votre avis, vous devez être insensible à cela, ou vous voulez que je sois insensible au fait que déjà même, toute ma formation a été supportée par le contribuable camerounais. Ensuite, c'est le gouvernement qui m'a permis d'arriver à ces hautes fonctions. Je ne peux que remercier l'État du Cameroun. Je ne suis pas allé là-bas de moi-même. Je ne suis pas allé là-bas de moi-même. Je pense que ce serait ingrat pour ma part de ne pas l'avouer, de ne pas l'admettre, de ne pas le communiquer. Et il y a des jeunes Camerounais qui sont là et qui doivent s'inspirer de ça et se dire c'est possible. Et la manière que j'ai procédé, j'étais auditeur, oui, auditeur, ça montre que vous avez une certaine expertise, puisque quand vous êtes auditeur et qu'on vous confie une mission de l'organisation d'aller contrôler le système de l'aviation d'un autre État, on reconnaît là que vous avez les capacités de le faire. Bon, après cela, monter dans les instances de gestion de l'organisation, dans les gestions de politique, là, l'État te donne l'opportunité de le faire et tu saisis cette opportunité et puis tu t'imposes, tu travailles personnel, et ça demande une certaine détermination et de saisir et puis hisser le drapeau du Cameroun plus haut. C'est de ça qu'il, à mon avis, c'est de ça qu'il s'agit. Mais loin de tout ça, de dire, ok, je suis arrivé, bon, je vais me mettre... Non, moi je pense que si l'État le fait, c'est pour qu'un jour, ils se disent, on a une ressource humaine et ce qu'on te confie, tu le fais avec dévouement, avec intérêt, avec la satisfaction de servir le Cameroun. Et compte tenu de l'éventail, des bénéfices que le secteur peut apporter au pays, je pense qu'on n'est que fiers de servir pour ça. Oui, merci M. Ben. Je remercie Hop Africa pour me donner l'occasion. J'espère que, à travers vos questions, j'ai essayé peut-être d'éclaircir des points d'ombre que peut-être des jeunes Camerounais ou d'autres personnes intéressées dans l'aviation avaient encore jusque-là, mais je reconnais que en quelques minutes, on ne peut pas entrer dans certains détails que le grand public aimerait peut-être suivre. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'aviation civile internationale, on reconnaît aujourd'hui que l'aviation est un moteur de développement pour les États. Et c'est de ça que j'essaie
de parler et de vous montrer que la dimension humaine est une grande partie pour le bon fonctionnement de ce secteur. Donc, à cela, aujourd'hui, j'encourage les jeunes parce que les gens ont toujours vu l'aviation comme c'était un secteur où seulement le pilote, non. Les financiers, les médecins, le tourisme, tout cela concorde à ce que l'aviation soit établie dans un État. Donc, moi, je pense que les jeunes devraient penser à s'orienter vers ce secteur, avec l'avantage que c'est un secteur mondial, c'est-à-dire que quand on a parlé de normalisation, les choses sont telles que si vous travaillez dans l'aviation au Cameroun, c'est la même chose que vos collègues de France font, que vos collègues d'Amérique font, que vos collègues du Canada font, que vos collègues de Chine font, c'est la même chose. Vous êtes capable de travailler partout parce que c'est normalisé, c'est comme ça que se passe le travail. Donc, on est dans un monde global, il nous faut des gens avec beaucoup d'expérience. C'est difficile d'obtenir ces gens. Si donc, cette dimension humaine, on a des gens bien enthousiasmés, bien encouragés, moi je pense que cette composante va être remplie de plein de jeunes expérimentés, et c'est là qu'on commence à voir le secteur bien se développer et obtenir une bonne croissance.